C'est tout un ensemble de pratiques qui vont à l'encontre de l'intégrité des femmes, que ce soit verbale, physique, pendant un suivi gynécologique routinier ou durant un suivi de grossesse, un accouchement. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre santé. Ravi de vous retrouver. Bonne journée santé à tous. Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invitée est Marine Gabriel. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes libératrice de parole sur les violences gynéco et obstétricales. Animatrice du compte Instagram Balance ton utérus et autrice, c'est vous qui le dites, j'ai appris un mot, autrice de La vérité au bout des lèvres aux éditions Kiwi. C'est ça. On dit pas auteur. On dit auteur et autrice. Bien. Donc sous-titré Combattre les violences obstétricales et gynécologiques. Aujourd'hui, on dit les VOG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont que les VOG ? C'est tout un ensemble de pratiques qui vont à l'encontre en fait de l'intégrité des femmes, que ce soit verbale, physique, que ce soit pendant un suivi gynécologique, on va dire routinier, ou durant un suivi de grossesse, un accouchement. Donc, ça peut être des pratiques comme par exemple l'infantilisation ou la culpabilisation qu'on va faire endurer aux femmes. Après, ça peut être des techniques, des pratiques plutôt physiques, comme par exemple des pratiques non consenties. Je reçois beaucoup de témoignages de très jeunes filles qui vont la première fois chez le gynéco pour demander par exemple une contraception. Elles n'ont jamais eu de rapport ou quoi, et puis sans leur demander leur avis, on va leur faire un examen avec un spéculum comme ça, sans rien leur expliquer. Et puis elles se retrouvent souvent avec des traumatismes parce que on leur a rien expliqué, on leur a pas demandé leur avis. Alors vous vous présentez dans votre livre, je suis Marine, j'ai 23 ans. Oui. Mais alors, en quoi est-ce qu'à 23 ans, vous êtes légitime pour écrire pour ce sujet ? Simplement parce que j'ai eu un petit garçon et durant ma grossesse et mon accouchement, j'ai vécu des violences. Et avant de vivre tout ça, j'avais aucune connaissance de ce qui pouvait se passer et que ces pratiques pouvaient vraiment être banalisées. J'en avais aucune idée. Et c'est à la suite d'avoir vécu tout ça que je m'en suis rendu compte et que je me suis rendu compte que c'était très tabou et que c'était inadmissible qu'aujourd'hui, en France, en 2020, on n'en parle pas, tout simplement. Et vous avez fait ce qu'on fait aujourd'hui, vous avez créé un compte Instagram. C'est ça. Ouais, pour en parler. Exactement. Parce qu'après, je suis un peu dans le métier, dans le digital. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qui dénonce un petit peu et pourquoi pas faire bouger les choses. Au début, je l'ai pas du tout fait dans cette optique parce que je voulais vraiment échanger avec des femmes qui avaient vécu un peu la même chose que moi. C'était vraiment dans l'optique d'échanger et au final, ça a pris une ampleur que je ne pensais pas, que je n'imaginais pas. Et voilà, ça fait 1 an maintenant. Alors ça commence par le récit d'un cauchemar, votre grossesse. Vous dites j'ai détesté être enceinte. Pourquoi avez-vous détesté être enceinte ? Parce que j'ai eu des douleurs atroces pendant 9 mois et qu'aucun professionnel de santé a pris mes douleurs au sérieux et m'a écouté et m'a fait ne serait-ce que des examens pour comprendre ce que j'avais. Et à chaque fois, ce qu'on me disait, c'était c'est normal, vous êtes enceinte, toutes les femmes passent par là, vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière et faut vivre avec. Sauf que moi, les douleurs, c'était devenu insupportable. J'avais une très grosse douleur au-dessus du rein gauche et je ne supportais plus en fait. C'était une douleur tellement vive et tellement constante. C'est à quel moment ça ? À partir de 15 jours de grossesse jusqu'à la fin. Ah, vous avez eu cette douleur-là ? D'accord. Et ça ne passait pas. Peu importe. Alors on me disait de prendre du Spasfon, du Doliprane. Bon, vous imaginez bien qu'évidemment ça ne fait plus beaucoup d'effet. Et du coup, oui, pendant 9 mois, j'ai eu mal. Et vers la fin, j'en pouvais tellement plus que j'ai pensé. J'ai eu des idées noires. Je supportais vraiment plus. Et du coup, j'étais pas forcément agréable avec mes proches non plus, parce que quand vous avez mal tout le temps, vous êtes très à fleur de peau. Vous prenez tout mal. Alors quand vous dites des choses, c'est pas forcément méchant, mais vous prenez tout mal. Et ouais, et aucun praticien professionnel de santé a pris tout ça en compte et en considération. Oui, c'est intéressant ce que dit Marine parce que je pense que vous avez et arrêtez-moi si j'ai tort, vous avez dû entrer dans un cercle vicieux qui est donc votre grossesse, vous l'avez eu, vous aviez 22 ans. J'avais 20 ans. 20 ans, voilà. Donc là, je parle de ma place de sage-femme. Très souvent, quand c'est une jeune femme qui a une grossesse comme ça débutante, on commence, on vous écoute, ensuite vous expliquez, on essaye de
entre grosses guillemets, vous rassurer quand on ne trouve pas, quand on n'arrive pas à associer cette douleur à quelque chose. Et après, quand tout ça continue, on commence tout doucement à glisser vers le côté psy. Et du coup, parce que là, quand même, vous décrivez une douleur qui commence dès le début de votre grossesse et vous terminez avec cette douleur. Et puis après, vous nous expliquerez le paroxysme de ces événements. Mais très souvent, ça vire vers un diagnostic de psy parce que parfois, effectivement, on a du mal à trouver au début, à poser un diagnostic médical. Et du coup, là commence ce que vous décrivez. Donc, on génère au final, sans le vouloir, le contexte psy, parce que oui, vous commencez à broyer du noir, parce que on ne reconnaît pas votre douleur, vous la vivez dans votre chair, vous avez l'impression de ne pas être entendu, vous vous remettez, vous questionnez du coup, vous remettez les choses en cause, et ça, on le retrouve assez fréquemment chez les femmes qui ont, les jeunes femmes qui ont une grossesse 18, 20 ans, 25 ans, enfin avant la trentaine. Comme si quelque part, dans cette société, au final, alors ce qui est paradoxal, une société qui valorise la maternité, mais qui en même temps dévalorise les femmes lorsqu'elles ont une maternité jeune. Il faut qu'il y ait un bon âge. Il faut être dans la bonne tranche. Mais c'est ça. C'est ça. En fait, il faudrait être dans une espèce de bonne tranche où on vous considère comme étant finalement socialement stable, légitime. Voilà, vous êtes une femme confirmée, affirmée. Enfin, je sais pas quel donc terme on peut utiliser. C'est 25-35 ou c'est 30-40 la bonne tranche pour être bien considérée? Alors. Ça, c'est le grand paradoxe. Parce que justement, les femmes qui ont Quand vous avez 35, on vous dit vous êtes trop vieille, vous êtes folle de faire un gosse à cet âge-là. Alors, quand vous avez 30 ans, que c'est votre premier, oui, on vous fout à la figure que vous êtes trop vieille, qu'en fait, vous êtes pris trop tard. Alors, en plus, si vous avez 30 ans et que vous êtes dans un parcours de PMA, on n'en cause même pas. Mais quand c'est avant, du coup, il faudrait finalement que vous... Alors, un peu avant, on va dire 25 ans, 30 ans, ça passe encore parce que là, vous êtes dans la bonne tranche. Mais il faut pas trop en demander. C'est-à-dire que faut que vous soyez dans une maternité super épanouissante. Tout est beau, tout est joli. Voilà, comme dans les pubs, on va pas citer de marque, mais c'est un peu ça. Donc ici, il y a une douleur, ça va pas, c'est que vous avez un problème. Il y a bien des pubs où les règles sont bleues. Alors vous savez, oui, moi je veux bien tout croire, si vous voulez. C'est vrai en même temps. On est dans un monde où tout est bleu et rose. Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais là, on est peut-être sur un autre sujet. On est complètement dans le sujet. Parce que ces représentations, en fait, ces stéréotypes-là, peuvent être également une explication à ces violences, en fait, obstétricales et gynécologiques qui commencent. Alors, là, je parle en obstétrique, mais en gynéco, ça commence bien plus tôt. Parce qu'on parlait de la légitimité de Marine, de parler des violences obstétricales parce que elle a eu... Je l'ai fait exprès parce qu'elle elle commence par se présenter. J'ai 23 ans. Bon, à 23 ans, vous n'avez pas autre chose à faire que de parler des vogues, dont on imagine que ça concerne des femmes beaucoup plus âgées. Exactement. Mais les violences gynéco, en réalité, les jeunes femmes pourraient en parler bien plus tôt. Les filles qui voient leur gynéco pour la première fois à 15-16 ans, quand elles ont des règles très très douloureuses et qu'elles voient le gynéco pour la première fois et que le ou la gynéco ne prend pas le temps d'expliquer et qu'ils expédient la consultation en 15 minutes en oubliant que c'est la première fois que cette jeune fille vient, ça c'est une violence. C'est une violence et on en parlera par la suite, mais la première des violences, alors ça c'est quelque chose, là je parle en tant que professionnelle de santé, que j'ai du mal à comprendre, que j'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises, que plusieurs de mes collègues dénoncent, et d'ailleurs même des gynécos, c'est de systématiquement, donc ça c'est la pratique old school de la gynécologie, c'est une femme rentre, allez, petite anamnèse, donc interrogatoire médical rapidos, hop, vous vous déshabillez, de la tête aux pieds, non mais à poil complètement. Donc ça, effectivement, c'est une pratique stop, parce qu'elle n'est pas du tout justifiée. Alors, à l'époque, moi, j'ai eu une confrontation avec un gynéco sur ce sujet-là, qui me dit, oui, mais venant de vous, je comprends, J'ai dit, non, attendez, il n'y a pas de rapport. C'est pas ma tenue qui fait que je vous parle de la nudité. C'est quasiment 99% des femmes qui sont tombées sur un ou une gynécologue, parce qu'il y a des femmes gynécos qui ont cette pratique-là aussi, qui demandent systématiquement aux femmes de se déshabiller, et l'argument c'est, oui, mais on doit avoir une vue d'ensemble, on peut très bien avoir une vue d'ensemble en demandant à la femme de se dénuder partie par partie, parce que le rapport là est déséquilibré, c'est-à-dire que vous êtes
complètement habillée, en posture haute, bien entendu, blouse blanche. La femme, vous la mettez à nu. S'il n'y a pas eu un discours accueillant avant, s'il n'y a pas une atmosphère accueillante dans le bureau en question, évidemment, vous avez ce sentiment d'être humilié, en fait. Ça commence déjà par ça. Alors, si après, les examens, vous nous en parlerez, sont mal vécus ou faits avec violence, bon, bah là, c'est évidemment un enchaînement après, derrière, de maltraitance. Alors, à votre première, alors je sais pas si on dit hospitalisation, en tout cas visite aux urgences, on a cette phrase magique, vous ne devez pas avoir si mal que ça si vous avez faim. Ça, oui, on me l'a dit. Ça, je trouve ça drôle quand même. Ça, oui, on me l'a. Parce que c'est vrai que moi, je suis très, j'aime beaucoup manger. J'ai faim tout le temps. Et donc, c'est si vrai vous avez faim, c'est que vous avez pas mal. Et il y avait ma mère à côté. Et du coup, enfin, elle était tellement choquée par la phrase. C'était une infirmière, il me semble. Elle lui dit non, mais vous savez, ma fille a toujours faim. Ah ouais, non, mais si elle a faim, elle a pas mal. Quand on a mal, on n'a pas faim. Donc ça c'est définitif. Ça ferme la porte. C'est un élément imparable. Et on vous dénie le fait que vous soyez enceinte. Oui, au tout début, 15 jours de grossesse, j'arrive, mes douleurs commençaient justement, et puis j'avais pas encore été voir de gynéco ou quoi, donc voilà, j'en ai profité en même temps aux urgences pour me rassurer, etc. Et je suis tombée sur un interne qui m'a pas cru au début, il m'a dit non, vous êtes pas enceinte. Je lui ai dit j'ai fait un test de grossesse, j'en ai fait même plusieurs, ils étaient tous positifs. Ah non, vous êtes pas enceinte, alors qu'il avait rien fait. Hein. Et là il dit faut pas croire les tests de grossesse, voilà. C'est que des conneries. Voilà, c'est incroyable ça. C'est génial. Et du coup j'ai dit alors du coup sur le moment je sais pas trop quoi dire, je dis on fait une prise de sang pour attester le fait que je suis sûre que je suis enceinte là pour le coup. Donc il fait la prise de sang et effectivement j'étais bien enceinte et suite à ça voilà. Et là il y a l'examen aussi. Voilà, il me fait mon premier examen endovaginal, donc avec la sonde, etc. Moi je savais pas du tout ce que c'était, j'en avais jamais eu. Bien sûr il ne m'explique rien, il me dit juste de me déshabiller. Je m'installe. Et là, il m'enfonce le truc, je hurle de douleur, il m'explique vraiment rien. À aucun moment, il me dit, alors je vais faire ça pour voir ça, pour peut-être expliquer telle douleur. Voilà, je ne savais rien. Et là, il me dit, écoutez, non, je vois pas l'embryon. Et ça, c'était avant d'avoir le résultat de la prise de sang. Et quand on a eu le résultat, là où j'étais bien enceinte, du coup, il me dit, vous faites sûrement une grossesse extra-utérine. Et là, du coup, il va falloir faire une interruption médicale de grossesse. Et là, voilà, tout ça s'est passé en un laps de temps très court et j'étais complètement paumée. Je me dis mais attendez, non, je suis enceinte. Mais au fond de moi, je savais que mes douleurs, c'était pas ça, quoi. Il y avait autre chose et je savais que mon petit bébé allait bien. Et du coup, j'ai fait moi-même une autre échographie. Et en externe, pas sur le lieu où vous avez été consulté en urgence. Dans le même hôpital. Je lui ai dit je vais refaire une échographie. Il m'a dit je vais vous la faire. Je dis non, cette fois-ci je veux le faire moi-même. Donc j'ai mis la sonde. J'ai trifouillé là-dedans et là je vois une espèce de une petite bulle blanche sur l'écran. Je n'avais jamais vu d'échographie, mais je lui ai dit c'est quoi ça? Il me dit oui, c'est bien l'embryon. Je lui ai dit est-ce qu'il est au bon endroit? Ah oui. Je lui dis donc là en fait vous vouliez me faire avorter alors que j'en avais pas envie. Enfin voilà, et vous vouliez même pas avoir un autre avis médical. En plus vous êtes interne. Enfin voilà. Oui. Alors là, ce que vous dites c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez demandé, alors chose qui n'est pas simple pour toutes les femmes, vous avez demandé à pouvoir insérer la sonde endovaginale. C'est quand même une sonde qui est longue comme ça, faut quand même le préciser. Là, vous la montrez à la caméra, mais à la radio, ça se voit pas du tout. Oui, effectivement, bon, alors, qui est long, qui fait à peu près 40 cm. 15 cm. Oui, pas 40 cm. Je sais pas, alors vous avez 15 cm avec les tags, vous. Oui. Faites comme vous voulez, Nadia. Donc, à peu près 15 cm. Donc déjà, vous demandez à pouvoir l'insérer seul. Donc on en reparlera ça. Donc déjà, je vous tire mon chapeau. Deuxième chose, il accepte. Au début, il était pas trop pour, mais je ne vais pas trop laisser le choix. Je lui ai dit si, je veux la faire. Quoi. Donc c'est que quelque part, il a été un peu, son attitude haute a été mise à mal. Hein. Et puis là, bingo, vous tombez en plus sur donc le petit œuf qu'il identifie comme étant effectivement une grossesse intra-utérine pour le coup. Donc là, ça fait une série. Ça fait vraiment une série du coup d'échecs pour cette interne-là. J'espère, si tu nous entends,
que tu as appris du coup la leçon de tout ça et que maintenant tu attends avant, je me permets de le tutoyer puisque c'est un collègue, avant d'annoncer à une femme de façon péremptoire qu'elle n'est pas enceinte et que sa douleur n'est pas probablement justifiée. J'ai appris dans votre livre une expression, c'est ce qu'on appelle le point du mari. Je coune le point du mari. Je savais pas que ça existait. Oui. Mais non, je savais pas. Eh oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le point du mari? C'est pas grave, Philippe. Je sais. C'est pas grave de ne pas savoir. Par contre, c'est grave de le pratiquer. Ouais, je dormirai mieux ce soir. Voilà, c'est ça. Alors le fameux point du mari. Point du mari, effectivement, contre lequel, alors là, je peux le dire, une grande majorité de sages-femmes on se bat, parce que effectivement, alors. C'est un sujet qu'on avait abordé, mais sans l'appeler point du mari en fait. Donc j'explique. Lorsqu'il y a une déchirure au niveau du périnée et ou donc une déchirure naturelle ou une épisio, et au moment où la sage-femme ou le gynécologue ou l'interne en fait effectue la réfection de cette déchirure, eh bien certains professionnels trouvent bon de resserrer en fait donc la paroi interne du vagin, mais également l'entrée vaginale avec un point bien serré pour que lorsque monsieur, ils ont une telle compassion en fait pour le papa à ce moment-là, qu'en fait il resserre le vagin de madame pour que monsieur y trouve son compte et son plaisir par la suite. Donc c'est vous dire quelle considération on donne au sexe des femmes. C'est juste incroyable. Et alors pour nuancer un peu les choses aussi, il y a des femmes qui le demandent. Oui, donc. Alors oui, mais elles le demandent pour qui, pourquoi, comment. Je pense pas que les femmes. C'est un héritage. Alors il y a. Je sais que par exemple dans certains pays, c'est fait sur la demande des femmes quand elles n'ont pas. Par exemple, le choix d'avoir une césarienne, parce qu'il y a les césariennes de convenance. Alors, il n'y a pas de point du mari, par exemple, mais il y a des césariennes de convenance qui sont faites pour que le vagin reste intact pour monsieur. Donc, le point du mari, c'est un peu dans la même optique-là. C'est pour que monsieur ne se noie pas, ne se perde pas dans un vagin dilaté suite à l'accouchement. Voilà. Bien. Deuxième expression. Sauf que, attends, il faut quand même qu'on termine avec ça. Hein. Non, moi je vous ai laissé, je vous ai laissé terminer là. Bien. Sauf que c'est une mutilation, il faut quand même le dire. C'est une mutilation parce que. Alors, est-ce que finalement ça rentre dans c'est un vogue? Oui. C'est pas, oui. Enfin, puis même si c'est demandé, d'ailleurs, le médecin ne doit pas accepter. Enfin, c'est complètement délirant. Non, oui, c'est plus qu'une violence. Hein, c'est... Une violence, une vogue. On dit une vogue. Oui, une VOG, une vogue, une VOG. Voilà. Alors, autre expression, c'est expression abdominale. Qu'est-ce que c'est que l'expression abdominale? C'est quand, lors de l'accouchement, on va appuyer sur le ventre de la maman pour aider à faire sortir le bébé. C'est autorisé, ça? Alors, non, évidemment que non. Évidemment que non, mais il faut dire, et vous avez le mérite de le citer dans le livre, on a malheureusement été formés, alors pas en théorie. En théorie, on nous dit qu'il ne faut pas le faire. Mais en pratique, moi, quand j'étais étudiante sage-femme, en tout cas, il y a quelques années, on nous disait bien qu'il fallait pas le faire. Mais en pratique, j'en ai vu énormément des expressions abdominales pratiquées. C'est affreux, ça. Expression abdominale. Oui, ouais. Alors, et c'est très, alors déjà c'est néfaste parce que je vous dis pas les dégâts. Il y a des côtes qui sont cassées, donc parfois des côtes cassées. Il y a surtout des centres d'organes parce que il y a une pression, si vous voulez en fait. Lorsque l'enfant, lorsque la maman pousse, qu'elle est épuisée, qu'on voit le rythme cardiaque décéléré, que l'enfant ne descend pas, il y a normalement des manœuvres qu'on peut pratiquer, mais aucunement, en tout cas, l'expression abdominale. Mais celle-ci a été pratiquée et encore malheureusement pratiquée par certains professionnels, où effectivement on voit donc une professionnelle, une ou un professionnel ou deux, qui se mettent alors parfois quand il y a qu'un seul professionnel, elle peut se mettre derrière la patiente en fait, si vous voulez, avec donc la tête entre les jambes de la professionnelle, et la professionnelle prend les deux poings
et pousse sur le fond utérin pour pouvoir faire pression sur le bébé pour qu'il ne remonte pas. Donc je vous dis pas, il y a des femmes qui finissent avec des hématomes sur l'abdomen, le traumatisme d'avoir tout le poids de quelqu'un sur soi. Et puis quand ces deux personnes, alors vous avez les deux personnes qui sont face à face et en fait donc elles se prennent le poing et puis ça pousse le bébé vers le bas. Alors oui, c'est vécu comme une violence par les femmes, sauf qu'à ce moment-là, eh bien, les femmes ne peuvent rien dire parce que ce qu'elles ont en tête, c'est faut que je sauve mon bébé, faut que je sauve mon bébé, il faut que je les aide. Et alors, où vous avez les paroles effectivement de faut nous aider, madame, faut nous aider. Et donc du coup, la femme, la pauvre, se retrouve là-dedans. Il faut que j'aide. Donc c'est moi. Si j'aide pas, je serai fautive s'il arrive quoi que ce soit. Ou alors des équipes qui sont plus on va dire mieux-veillantes, vont rien dire, mais la femme va voir dans les expressions faciales qu'il y a quelque chose qui se joue là, et de là à monter sur la table et pousser sur son ventre, elles se disent bien qu'il y a quelque chose qu'il faut auquel elles doivent participer. Donc oui, c'est une pratique malheureusement qui existe encore qui se pratique encore dans certaines maternités, mais qui est normalement interdite et proscrite. Alors dans la définition des vogues, vous distinguez plusieurs types d'actes qui rentrent dans cette famille des vogues. Quelles sont-elles ? Pardon, les différentes familles des vogues. Alors, on a parlé par exemple de la gêne de la patiente tout à l'heure à qui on demande de se déshabiller. Il y a la culpabilisation aussi qui est très fréquente, par exemple, où quand exactement l'exemple qu'on vient de citer, quand on dit à la maman qui est en train d'accoucher, faut faire de votre mieux, madame, parce que là ça va pas, s'il se passe quelque chose ce sera de votre faute. Ça on me l'a dit à ma propre expérience, on me l'a dit, on m'a même dit que j'étais une mauvaise mère parce que je n'arrivais pas à pousser correctement. Donc la culpabilisation est très fréquente dans les VOG, pas forcément lors des accouchements, aussi lors d'un rendez-vous routinier, comme je le disais, pour une demande de contraception ou voilà, des demandes comme ça où la patiente va demander telle contraception parce qu'elle estime que c'est la mieux pour elle, et le gynéco va lui dire non, je vous donnerai pas ça parce que il a ses idées et finalement il prend pas du tout en compte le choix de telle femme. Alors on peut donner un exemple concret. Par exemple, c'est encore je vais me faire incendier par certains collègues, mais c'est la réalité. Vous n'êtes pas ça près, Nadia. Non, mais évidemment, bien sûr. Donc c'est par exemple la pose du DU, donc qu'on appelle communément stérilet, donc dispositif intra-utérin, chez une nullipare, c'est-à-dire chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Il y a encore des collègues qui s'obstinent, qui disent non, vous n'avez jamais eu d'enfant, je ne vous poserai pas de dispositif intra-utérin. Écoutez, il y a la pilule, il y a des femmes, nous avons vu ça avec Sabrina. Il y a des femmes qui ne veulent pas, j'ai plus son nom de famille en tête. Debusca. Voilà, merci beaucoup, Sabrina Debusca. Heureusement que je suis vos émissions, Nadia, je les ai toutes vues. Donc il y a des femmes qui ne veulent pas avoir de contraception chimique, c'est leur droit. Elles arrivent, elles savent déjà, elles se sont renseignées, et malgré tout, le professionnel en face refuse parce que effectivement, dans probablement sa pratique ou ses croyances médicales, on ne pose pas de DIU chez une nullipare. Ce qui est maintenant démontré comme étant faux. On peut poser un dispositif intra-utérin chez des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Vous parlez également des violences sexuelles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les violences sexuelles dans le cadre des VOG ? Des viols déjà, tout simplement parce que quand on insère un spéculum sans demander le consentement de la patiente, c'est un viol. À partir du moment où on insère quelque chose, d'ailleurs que ce soit en gynécologie ou ailleurs, si on insère quelque chose dans le vagin d'une personne et qu'elle n'est pas consentante, qu'on ne lui a pas expliqué pourquoi, qu'on ne lui a pas demandé son avis et qu'au final elle n'a pas dit oui clairement, c'est un viol. Le contexte médical ne change rien à la définition. Non. Non. Alors, si on ne vous dit pas ce qu'on vous fait et que vous n'avez pas clairement dit oui, donc on considère que c'est un viol. Exactement. Même si c'est pour votre bien, soi-disant. Oui, c'est-à-dire que si la personne porte plainte, elle a gain de cause, parce qu'effectivement, ça fait des siècles qu'on estime qu'effectivement, alors la gynécologie est quand même une discipline particulière, mais ça fait maintenant des siècles qu'on part du principe en fait que quand une femme arrive en consultation gynéco, il y a un consentement tacite. Oui, elle vient là, donc
elle dit oui en fait à un examen. Non, c'est faux. Je peux venir à une consultation pour demander des renseignements dans un premier temps et ne pas vouloir me faire consulter, me faire examiner, me faire ausculter. C'est possible. Et ça, c'est parfois difficile à concevoir pour certains praticiens ou certaines praticiennes. Il faut pouvoir laisser le temps à la patiente. Elle a le droit. Alors, vous avez l'obligation d'informer. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez expliquer que, au vu de l'interrogatoire, vous pouvez soupçonner qu'effectivement il y a des signes d'une infection ou de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une tumeur ou quelque chose comme ça. Vous avez l'obligation de l'informer. En revanche, vous avez également l'obligation d'attendre son consentement. Si elle n'est pas prête aujourd'hui à cette consultation à être examinée, c'est pas grave, vous lui redonnez un rendez-vous, vous lui expliquez pour cette consultation comment ça va se dérouler et elle reviendra par ailleurs. Enfin, ça c'est vrai que nous, professionnels de santé, faut qu'on sorte cette toute-puissance de croire que le corps du patient, de la patiente ou du patient qui est en face de nous appartient le temps de la consultation. Non, il ne nous appartient pas. Donc ça, c'est important. Et effectivement, si, comme vous avez décrit tout à l'heure, j'arrive avec une sonde endovaginale et que je l'enfonce dans le vagin de ma patiente sans lui demander ou sans la prévenir, sans lui expliquer, sans la prévenir, sans lui demander son consentement, alors oui, je viole ma patiente. Alors il y a aussi ce qu'on appelle la violence des mots. Vous prenez le cas dans votre livre d'une femme qui a fait ce qu'on appelle un déni de grossesse et qui fait une fausse couche à 17 semaines. Donc elle apprend qu'elle est enceinte et qu'elle fait une fausse couche. La violence des mots dans ces cas-là est épouvantable. Oui, bien sûr, parce qu'on va encore une fois culpabiliser la patiente. On va lui dire des choses, surtout parfois quand on a des grossesses très jeunes, on va dire qu'est-ce que vous avez foutu, vous êtes enceinte à 16, 17 ans, voilà. Ou on va même des fois je reçois des témoignages où on les insulte carrément. C'est pas dans l'ordre des choses. Voilà, c'est ça. Et la violence des mots peut être tout aussi terrible que la violence physique, quoi. Et certaines peuvent être vraiment traumatisées par ça et de ne plus vouloir, être traumatisées par le corps médical ensuite et ne plus vouloir consulter à cause de ça. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut plus consulter après, justement, ça j'insiste bien que voilà. Oui. Là on parle de ce qui fonctionne pas, mais voilà. Une grande partie fonctionne, faut le dire. Attention. Exactement. Et il faut pas. Moi-même j'ai des traumatismes et depuis ça fait 2 ans et demi que j'ai accouché, je ne suis pas retournée encore chez un gynéco. J'ai rendez-vous demain et c'est vrai que à chaque fois que j'ai pris rendez-vous, la veille j'annulais parce que j'avais super peur. Stress. Ouais. Et là du coup je prends mon courage à deux mains et je ne vais pas annuler, je vais y aller demain. Mais avec le livre. mais c'est vrai que oui, ça peut créer de vrais traumatismes, quoi. Vous parlez des violences et par exemple les retraits de contraceptifs sous-cutanés sans anesthésie, par exemple. Ouais, voilà. Sûr, il y a plein d'exemples que vous donnez parce qu'effectivement, c'est vraiment ce que vous avez, ce que vous ont remonté les personnes qui vous contactent sur Instagram. Ouais. Et puis ça touche aussi les hommes parce que ça touche leurs femmes, leurs sœurs, leurs mamans et ils sont tout aussi touchés par ça. Et c'est là où je suis très contente aussi, c'est que je reçois de plus en plus de témoignages d'hommes qui témoignent par rapport à leurs compagnes, à leurs femmes, leurs sœurs qui ont vécu des choses et qui du coup sont eux aussi touchés parce que voilà, leurs proches ont vécu des violences et voilà, le traumatisme est là, présent dans la famille et finalement ça touche un petit peu tout le monde, quoi. Et ce n'est pas parlé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, et vous le dites dans votre livre, il faudrait, dans le cas notamment d'une naissance, il faudrait que finalement la naissance de cet enfant efface tout et comme une espèce de reset. Dans la douleur, tu enfanteras. Oui. Et dans la joie, tu oublieras. C'est un peu. Non, c'était pas un peu. Non, c'est pas ce qu'on vous a vendu pendant des années. C'est ça. Qu'on continue à nous vendre. Ouais. C'est pas fini. Nadia, vous nous avez parlé d'un témoignage qui vous a. Qui m'a rebellé, qui m'a questionné et franchement si la personne qui a témoigné a véritablement vécu ça, ce que je remets absolument pas en cause, mais voilà, comme je disais à Marine en antenne, pour être honnête, je me suis posé des questions sur la véracité de ce témoignage, mais bon, tout est possible dans ce monde. C'est une femme en fait qui témoigne effectivement, qui témoigne de son interruption médicale de grossesse donc à 5 mois. Elle ne donne pas la raison, donc elle a 18 ans. C'est bien ça, voilà, elle a 18 ans et du coup
elle vit une série en fait de comment dirais-je de manquements par rapport à l'accompagnement du corps médical. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on considère pas, donc le professionnel qui la prend en charge déjà apparemment a survolé le dossier, puisqu'il ne sait pas que c'est une IVMG, enfin il pense que c'est une IVG, il fait ça, il pratique un peu, enfin elle est accompagnée à la va-vite, ça me semble vraiment étonnant. Autre chose, on ne lui parle pas, enfin il y a un protocole, il y a des protocoles après qui peuvent varier d'une maternité à l'autre, mais qui restent globalement les mêmes concernant le suivi des interruptions médicales de grossesse. C'est-à-dire que on propose une psychologue, l'équipe est quand même comment dirais-je assez, devrait être en tout cas soutenante. Je parle en connaissance de cause, pour avoir accompagné beaucoup de femmes dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse. Elles sont en maternité. Alors ça, c'est vrai que ça a été discuté pendant longtemps, mais c'est, semble-t-il, important pour reconnaître le vécu, enfin la parentalité et ce vécu. Ne pas mettre ces femmes dans un service de gynécologie, ce serait carrément nier en fait cette maternité-là. Donc, mais malgré tout, même si on met ces patientes, ces femmes, ces couples en maternité, on choisit aussi la chambre. Enfin voilà, il y a des dispositions qui sont prises en compte. Là, a priori, c'est pas le cas. On explique les modalités, c'est-à-dire que là, visiblement, elle est au-delà de 22 semaines. Normalement, 22 semaines, il y a une déclaration qui est faite systématiquement. Il y a les parents peuvent demander une prise en charge du corps de ce bébé avec des obsèques. Enfin, il y a tout ça il est inscrit dans les livrets de famille. Là, visiblement, en tout cas dans la portion de témoignage qui est donnée là, tout ça n'est pas parlé avec cette patiente. D'ailleurs, même avant 22 semaines, il y a normalement une déclaration d'enfant naissant en vie. Le corps n'est pas redonné à la famille. Mais c'est ça. Donc, ça me semble vraiment étonnant. En tout cas, elle dépose son témoignage comme étant dans un flou complet. Visiblement, ça lui permet pas de faire son deuil. Si elle a véritablement vécu ça comme ça, c'est extrêmement choquant. En France, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça demande. Alors déjà, tout accompagnement de grossesse doit être quelque chose. C'est une obligation du professionnel de santé qui accompagne les femmes enceintes. D'autant plus quand il y a une annonce comme ça d'interruption médicale de grossesse ou bien une mort fœtale. Donc c'est quand même on accompagne un couple à faire le deuil. C'est quand même très particulier parce qu'en plus les femmes sont accompagnées comme pour un accouchement d'un enfant vivant. Sauf que cet enfant en fait soit est décédé ou soit est voué à l'être, puisqu'il y aura un féticide de pratiquer. Féticide, c'est pas mon terme, c'est le terme médical qui est utilisé. Donc à un moment donné, on ne peut pas bâcler cet accompagnement. C'est juste inimaginable. Donc voilà, ce témoignage-là, moi, m'a vraiment... de ceux qui m'ont le plus marqué, oui. Parce que là, c'est pas possible. Enfin, on peut pas déshumaniser. L'accompagnement, en règle générale, dans le cadre de l'obstétrique et de la gynécologie, ne peut pas être déshumanisé. D'ailleurs, tout accompagnement médical ne peut pas être déshumanisé, mais d'autant plus dans ce cadre-là. Donc voilà, pour vous dire que, en tant que professionnel de santé, vous voyez, en obstétrique en l'occurrence, ça, c'est des témoignages, c'est pas possible. Nous-mêmes, on se bat pour que des choses comme ça n'arrivent pas. Alors vous avez, Marine, demandé leur avis à des professionnels de santé, notamment à des sages-femmes, si elles avaient déjà assisté à des VOG, ce qu'elles en pensaient, ce qu'elles font au quotidien pour lutter contre les VOG, et quand elles en ont entendu parler pour la première fois. Nadia, vous en avez entendu parler pour la première fois, ou alors vous avez assisté pour la première fois? Moi, j'en ai pas entendu parler, j'étais plongée dedans, donc c'est-à-dire qu'effectivement, les violences obstétricales et gynécologiques, on les vit en tant qu'étudiante. Alors c'est vrai qu'il faut parler des étudiantes sages-femmes. Dans cette posture-là, c'est très délicat
de demander à une étudiante, alors déjà les études, alors j'espère que ça a changé, mais en tout cas à l'époque il y avait déjà une pression, donc on nous fait comprendre que nous sommes qu'étudiantes et on a intérêt à se tenir à carreau à ce moment-là. Mais en plus de ça, vous assistez en fait à effectivement des violences. Alors ça peut aller. Donc je vous donne une petite anecdote rapide. J'étais en consultation avec un grand gynéco qui accueillait un ponte voilà de quelque part ici en France et qui accueillait donc une jeune femme de 80 ans donc qui avait un lichen au niveau vulvaire et donc il a estimé comme ça qu'il fallait lui enlever tout de suite, bien évidemment sans anesthésie. Donc il sort le scalpel. Moi, sidérée en tant qu'étudiante sage-femme, je me dis, il va faire quoi en fait ? Il va peut-être ouvrir avec ce scalpel le sachet de compresses et tout. J'ai même pas eu le temps de faire une inspiration. La femme a même pas compris, elle, de quoi il en revenait. Hein. Elle avait les jambes écartées sur les étriers. Et bim, il incise. Alors, juste pour que les personnes comprennent, en fait, il y avait une jonction entre les deux grandes lèvres. Et donc, il a incisé cette partie-là pour libérer les deux grandes lèvres. Alors, je vous dis pas, ça saignait dans tous les sens. Alors, je suis désolée pour les personnes qui sont choquées, mais il est nécessaire d'entendre ça pour comprendre jusqu'où peut aller la violence. Moi, en tant qu'étudiante, je ne pouvais pas parler. La femme en question, bien sûr, avait mal. Le gynécologue disait, mais ça va aller, ma petite dame, vous inquiétez pas. Voilà, tac, tac, tac. Il essayait tant bien que mal de faire une pression. Alors, il me faisait comprendre qu'il fallait que je bouge un petit peu, mais moi, j'étais sidérée. J'avais l'impression qu'il m'avait incisé moi, en fait. Et là, je vous dis pas tout le film qui a défilé dans ma tête. Je me dis, mais en fait, on parle de l'excision. En plus, à cette époque-là, il y avait des histoires qui revenaient d'excision. Mais je suis en train de vivre ça, en fait, dans un cabinet français, ici. Mais de quoi on parle ? Mais qu'est-ce qui se passe, là ? C'est pas possible. Et cette femme, donc il a enrobé son truc en disant, ben voilà, c'est bon, maintenant vous êtes libérés. Il y aura des petits soins à faire, mais c'est bon. Et la femme en question s'est levée, a remercié le gynéco, quand même, alors qu'elle souffrait. Il lui a prescrit du paracétamol et elle est repartie comme ça, avec ses compresses entre les jambes. Et ça, j'en passe. Les femmes qui accouchent, d'ailleurs avec le même gynécologue, avec des tapettes sur les jambes. Allez, ma petite dame, il faut pousser maintenant. Allez, on y va. Ça a l'air caricatural comme ça, mais ça, je l'ai vécu effectivement en tant qu'étudiante. Ça fait très violence. Sage-femme. Je mets entre guillemets. Ça fait très violence ordinaire. Vous voyez ce que. Oui, c'est ça. Et le pire, c'est que dans l'équipe, alors. Quand vous êtes étudiante, c'est très délicat de pouvoir parler parce que il y a votre aussi avenir, parce que votre stage se termine avec donc là les étudiants de sage-femme et les étudiants même en médecine comprendront ce que je dis. Vous finissez avec une appréciation de stage donc parler, c'est un peu délicat. Quand vous êtes professionnel de santé, il y a une omerta parce que il faut avoir une cohésion d'équipe. Sauf que quand vous êtes dans une équipe et qu'à un moment donné, vous dites non, stop, à un staff, et ça, moi, je l'ai vécu, vous contrevenez face au gynéco parce que votre personnalité fait que vous ne pouvez pas laisser passer certaines choses. Vous passez, soit pour la féministe coincée du service, ou alors la rebelle, la rebelle qui vient contrevenir aux professionnels de santé. Alors, Marine, quels sont les recours face au VOG ? Lesquels faut-il dénoncer ou faut les dénoncer toutes ? Pour moi, il faut tout dénoncer. À partir du moment où on a vécu tel examen comme une violence, il faut le dénoncer. Après, je n'aime pas hiérarchiser en fait les violences parce que en fonction de telle ou telle personne, chacun va le vivre différemment et une même violence peut être dramatique pour une et puis finalement l'autre va le vivre très bien. Alors la juridiction compétente déjà dénoncer à l'ordre des médecins par courrier recommandé et puis bien sûr après si ça va au-delà, carrément porter plainte. Alors, il y a des associations sur le terrain. Si je peux apporter juste une petite nuance, parce que vous décrivez justement le dernier témoignage de votre livre en fait part. Moi, je pense que l'étape, même si certaines personnes vous diront effectivement, selon le degré aussi de ce qu'elles ont vécu et le choc qu'elles ont reçu, c'est peut-être aussi déjà de parler aux professionnels. Bien sûr aussi. Ouais. De parler aux professionnels. Et effectivement, si vous avez après en face de vous un professionnel, une professionnelle ou une équipe qui s'entête,
passer à la vitesse supérieure. Mais dans un premier temps, peut-être nouer le dialogue, parce que Marine met effectivement un témoignage dans son livre où il y a une femme qui sort, qui a vécu des violences gynécologiques et obstétricales, là en l'occurrence gynécologiques dans le cabinet d'un gynéco. Elle part complètement dépitée, et puis elle a le courage de revenir et d'aller affronter le gynéco en lui disant vous n'avez pas le droit de ce que vous m'avez fait. Elle met les points sur les i, et en fait il entend. Voilà, il se remet en question, et finalement elle va toujours voir le même gynéco, et maintenant ça se passe très bien. Oui. Donc oui, aussi. Il s'est excusé. Et il a pris conscience de peut-être des petits mots comme ça qu'il avait peut-être l'habitude de dire de façon systématique, qu'en fait elles étaient reçues de façon très blessante en face. Donc peut-être effectivement passer par ça, et puis après il y a les juridictions, donc Conseil de l'ordre. Et les associations aussi. Aussi oui, il y a le CIAN et l'IRASF qui aident justement dans les démarches juridiques et administratives qui sont pas forcément évidentes, mais qui aident pas mal, oui. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir dans ces cas-là ? Des dédommagements, ou juste le fait que le médecin soit radié. Après c'est compliqué, parce que malheureusement dans ce corps de métier, dans tous, mais ils se soutiennent beaucoup, et c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages où des femmes ont dénoncé, et après vont voir le gynéco le voisin à la porte d'à côté, et le racontent et dit oui effectivement j'ai entendu plein de choses sur mon confrère, et du coup est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui non, c'est mon confrère quoi, donc voilà. alors là pour le coup on balance pas les copains. Non, c'est pas une question de pas balancer, non, il faut être éthique à plusieurs égards. Je m'explique. Il est très compliqué effectivement d'aller se positionner face à un collègue si on n'a pas nous-mêmes assisté à la situation. Alors effectivement, si on a assisté à la situation, on peut faire, et j'en ai fait, des rapports circonstanciés vis-à-vis d'un professionnel. Parce qu'effectivement, et là vous apportez les preuves d'eux, et vous vous concertez avec le reste de l'équipe. Après, ceux qui veulent se mouiller, pas se mouiller, c'est un autre problème. Mais là, dans le cas effectivement où un professionnel, une patiente viendrait voir un autre professionnel, et même si on a entendu des choses, il n'y a pas de preuves. Ça reste c'est triste, mais ça reste des paroles. Donc c'est délicat d'aller se positionner si on n'a pas assisté à une ou des violences en direct, si on ne faisait pas partie de l'événement. Bon, alors Marine Gabriel, votre compte Instagram s'appelle Balance ton utérus, et votre livre s'appelle La vérité au bout des lèvres. L'éditeur, c'est Kiwi. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Nadia. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marine. Et Nadia, on vous retrouve mardi prochain. Très belle journée santé sur Beurre FM.